Salut à tous et bienvenue dans Ground and Pound, le média qui parle français. Aujourd'hui, on va parler de la raison pour laquelle j'ai ouvert cette chaîne. Et j'ai tellement de choses à dire sur ce sujet-là que la vidéo va être découpée en deux parties pour pas vous faire une énorme vidéo d'une heure. Donc avant d'ouvrir ma chaîne, j'ai pas mal cogité, je me suis posé plein de questions et finalement j'ai ouvert cette chaîne parce qu'il y avait principalement un fighter qui avait une machine médiatique derrière lui. Vous les connaissez, c'est la sueur, et qui pour moi avait des avis complètement frauduleux sur ce mec-là, et le mettait en avant, et la machine médiatico-politique, presque j'ai envie de dire, Fernand Lopez, la sueur, l'a mis en avant alors qu'il est complètement surcoté. Je parle bien évidemment de Cyril Gane. Et aujourd'hui, je vais vous le prouver. Donc, prenez des notes, je vais vous expliquer comment on évalue le niveau d'un fighter à l'UFC. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à commenter à chaque étape de mon argumentaire pour me dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord. On en débattra. Mais sachez un truc, si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous avez tort. On attaque tout de suite. On va commencer par faire le bilan de la carrière de Cyril Gane. Évidemment, ça s'inscrit dans le cadre de la vidéo, enfin de l'UFC Maison Blanche, qui est le premier événement qui me hype cette année, vraiment. Bon, il y a eu Khamzat, mais voilà, c'est Strickland, tout ça. On va pas revenir là-dessus. Mais là, c'est vraiment le premier événement qui me hype cette année. Et donc, on va faire une grosse couverture. Je vais faire probablement 3, 4, voire peut-être 5 vidéos sur le sujet. Et donc, c'est parti. Donc, Cyril Gane, il a commencé sa carrière en Muay Thai à 25 ans, très très tard. Hein. Et il a évidemment, comme tout le monde, été champion du monde de Muay Thai dans plusieurs organisations différentes. Donc ça veut rien dire, être champion du monde de Muay Thai. Vous en connaissez tous au moins 5 et champion du monde de Muay Thai dans la même catégorie de poids. Parce que demain, toi là qui regarde cette vidéo, t'habites à Saint-Germain-les-Prés, t'as envie de faire une ceinture mondiale entre les deux voisins de ta rue, qui ont 17 et 18 ans. T'achètes une ceinture sur AliExpress, tu crées une fédération en 2 secondes sur internet, tu mets la ceinture en jeu, le vainqueur devient champion du monde. Alors que si ça se trouve, le mec il s'est plus battu depuis la 6ème. Donc ça veut rien dire. Donc Gane, double champion du monde de Muay Thai dans 2 orgas différentes. Il a donc 5 combats. Et à son 6ème combat, il affronte la première fraude médiatique de sa carrière, à savoir Yacine Bouganem. Alors là, vous allez me dire Yacine Bouganem, grand nom du Muay Thai. Alors déjà, son frère est un plus grand nom du Muay Thai que lui. Lui, il s'est un peu fait traîner en Thaïlande de force. Écoutez les interviews un peu de son frère, il explique très très bien. Mais malgré tout, ça reste un bon Nakmoé. Et le jour où il a affronté Cyril Gane, il faut voir le combat. Parce que il a toujours eu dans le bon point. Mais le jour où il a affronté Cyril Gane, il faisait 200 kilos. Quand il est arrivé dans le ring, son ventre était encore au vestiaire. Tellement il est énorme. Il faisait 1m78, il devait peser 120 kilos. Forcément, Cyril Gane, il arrive avec son physique d'Apollon. Il lui met 30 cm de hauteur, 30 cm d'allonge. Bouganem, il avait plus de cardio à la fin du premier round. Et il l'a même pas éteint. Il l'a même pas éteint. Il n'y avait pas de ceinture en jeu, il n'y avait rien. Donc c'était vraiment Fernand Lopez, le grand architecte du MMA français, qui s'est dit, qui a saisi l'opportunité d'affronter un nom complètement rincé. Et on verra que dans la stratégie de Fernand Lopez, c'est impensif. Fernand Lopez, notre mafiosi préféré, fait tout le temps ça. Donc là, évidemment, c'est ce qu'il a fait. Donc il faut arrêter de dire qu'il a battu Bouganem en Muay Thai. Bouganem, il fait 1m78, il combat en poids lourd. Et c'est pas 1m78 de Mike Tyson qui avait des épaules, c'était des noix de coco. Là, le mec, c'est le bimadome Michelin en fait qu'il a affronté notre Gane national. Donc ce combat n'est pas du tout révélateur du niveau en boxe taille réel au niveau international de Cyril Gane. Je souhaite écarter ça tout de suite de l'équation. Évidemment, on y reviendra dans les prochaines vidéos. Ceux qui comparent à la carrière en kickboxing de Pereira, arrêtez tout de suite. La carrière en Muay Thai de Cyril Gane, elle servait qu'à le faire monter, à le faire briller. Il n'y avait pas une vraie adversité. Il n'y a qu'à voir le physique de Bouganem. Tout simplement, un mec qui a ce physique-là ne peut pas représenter une bonne adversité pour un mec qui prétend devenir un jour champion du monde. Tout simplement. Ou ne peut pas être utilisé comme un argument de crédibilité dans le cadre d'une évaluation sportive. Il sert à faire monter quelqu'un, et c'est très bien, c'est nécessaire, hein, j'ai rien contre ça. Mon problème, c'est quand les combats qui servent à faire monter
on les détourne médiatiquement pour en faire des combats valorisants. Les combats qui servent à faire monter, ça va faire prendre de l'expérience, à faire gravir les échelons de la personne, mais ils servent en aucun cas à briller médiatiquement et à... ils ne doivent pas servir à ça en tout cas. Et Fernand Lopez est un expert là-dedans pour, avec évidemment son instrument de propagande qu'est la sueur, faire monter des gens et les faire briller via des combats qui ça va les faire monter en accrochant des vieux noms qui sont rongés à l'os, qui n'ont plus du tout le niveau qu'ils avaient à l'époque où ils se sont fait un nom. Bref, je pense que là j'ai convaincu tout le monde là-dessus. Suite à ça, il fait encore un petit combat en kickboxing. Et après, il fait sa transition en MMA au TKO, organisation canadienne, je crois. Donc là, voilà, il fait pas de vagues. Il fait 3 fights, il devient champion de l'orga contre des mecs pas très forts. Mais voilà, personne n'en parle. On n'a jamais eu en mode il est champion du TKO, c'est une performance. Donc là, j'ai pas de problème avec ça. Il monte sa carrière, c'est normal. On va pas direct arriver et prendre un top 5 UFC, même en poids lourd. Ensuite, il arrive à l'UFC. Et c'est là où je commence à avoir où les problèmes commencent. Il commence avec 2 fights et il finit avec 2 soumissions. Un arm triangle, donc un bras-tête, et une clé de talon. Donc contre Rafael Pessoa et Dontel Mayes. J'ai regardé la vidéo de la sueur parce que c'est important pour moi de m'emplir de haine avant de faire une vidéo. Et dans la vidéo de la sueur où il analyse le combat, Rust analyse le combat Pereira contre Gann, il nous parle de la soumission qu'il a mis à Dontel Mayes en 1852. Et du coup, attention, Cyril Gann a un grappling. Non, Cyril Gann n'a pas de grappling. Et on le voit dans ses premiers combats déjà. En fait, contre Roger Souza, ok, il gagne par Roger Souza, Rafael Pessoa. Il gagne sur un triangle de bras, donc un bras-tête. Raphaël Pessoa, il le take down. Gagne vu qu'il est beaucoup plus athlétique, mais il faut voir Raphaël Pessoa, le physique qu'il a. Il a une bouée autour de l'estomac, mais c'est pas une shape de fighter ça. Raphaël Pessoa qui après a encore perdu à l'UFC, qui s'est fait virer de l'UFC, donc vraiment pas un fighter de haut niveau. Qui arrive malgré tout à amener Cyril Gann au sol. Cyril Gann, vu qu'il est athlétique et qu'il a c'est un fighter dans l'âme, instinctivement il renverse Pessoa dans le mouvement. Et après ça, il arrive directement dans la bonne position. Pessoa, on voit bien qu'il sait pas défendre un bras-tête parce que Cyril Gann met longtemps à le fermer. Il met longtemps à passer la tête. Normalement, tu le sens direct, tu reviens sur le dos quand c'est comme ça. Et là, pas du tout, il bouge plus, il attend que le bras-tête se vienne. Il a pas fait un bras-tête à un vrai grappleur qui a déjà étudié le bras-tête. Il a fait un bras-tête très médiocre, où il met du temps à serrer correctement, où il a laissé beaucoup de temps à son adversaire pour sortir, qui n'a pas su exploiter. C'est pas un bras-tête de bon grappleur, c'est un bras-tête qui a été fait à un très mauvais grappleur. C'est ça en fait, c'est n'importe qui, on lui montre un bras-tête, il va réussir à le placer à un mec qui a jamais fait de grappling de sa vie. C'est ce qui s'est passé là. Ensuite, il y a le combat contre Dontel Mayes. Alors il faut voir, Dontel Mayes, dès le début du combat, les commentateurs nous disent c'est striker contre striker. Dontel Mayes, c'est pas un grappleur. Il faut voir comme Cyril Gann qui essaie de le mettre au sol est incapable de le maintenir au sol pendant tout le fight. Mais Cyril Gann fait des erreurs monumentales, il est incapable de le maintenir en turtle. C'est vraiment, c'est pas ouf niveau grappling. Et à la fin, il sort sa clé de talon sur une sorte d'éclair de génie, mais pareil contre un striker. Et je pense vraiment, on le verra dans la carrière de Gann, c'est vraiment un pensif de Cyril Gann. Je pense que Cyril Gann, c'est vraiment un mec qui apprend des soumissions, qui a ce côté-là, j'apprends une technique et je suis dangereux sur la technique, mais il n'a pas de jeu de grappling. Il n'a pas de transition de position, il n'a pas des positions fortes, c'est pas un grappleur. Par contre, comme ça arrive souvent, on a beaucoup des gens comme ça qui sont bons dans une soumission et qui sont pas forcément bons en grappling. Par contre, il travaille des soumissions, ça se voit, la clé de talon, là, le bras tête, on l'a vu avant, et qui sait faire face à des mecs qui ont du physique mais qui n'ont pas de technique. Donc Dontel Mayes s'était fait masser pendant 3 rounds en striking. Il était au bout du rouleau, il lui fait une clé de talon. Bon, après ça te fait laver au sol quand même Cyril Gann. Hein. C'était pas, il a pas dominé Dontel Mayes la tête des épaules au sol, hein, attention. Ensuite il affronte Tan Bowser. Bon là j'ai rien à dire, personne n'en parle de ce combat là. Et là, le run de la fraude commence. Là il affronte Junior Dos Santos en 2020, c'est important la date. Junior Dos Santos qui est un grand nom de l'UFC. Sauf que Junior Dos Santos, c'est un grand nom de l'UFC quand il a pris la ceinture contre Ken Velasquez en 2011, 8 ans avant que Gann l'affronte. Quand Gann l'a affronté, le mec, il avait déjà 36 ans. Il avait déjà perdu contre Ken Velasquez
2 fois, sachant que la deuxième fois, il lui a enlevé son âme, slam and punch. Alistair Overeem l'a mis KO. Miocic l'a mis KO au round 1. Ngannou l'a mis KO au round 1. Curtis Blade, vous imaginez ça? Curtis Blade, pillow hand. Regardez les combats de Curtis Blade. Curtis Blade, c'est le seul poids lourd, quand il tape, il te fait pas mal. Il tape les mecs, Curtis Blade, il ne bronche même pas. Okit, qui est très très moyen, il a graillé des parpaings plein pot de Blade pendant 5 rounds, dans 3 rounds. Pendant 3 rounds. Je crois que c'est 3 rounds, ouais, 3 rounds. J'ai jamais vu ça en poids lourd. Hein. Curtis Blade n'a pas de patate. Il nous a couché Junior Dos Santos au round 2 en striking. Rosenstruck, qui a la carrière qu'on connaît après, l'a également couché round 2. Donc après, quand Cyril Gane il arrive, donc 8 ans après son prime, qu'il le massacre, qu'il lui met un coup de derrière l'oreille round 2 et qu'il l'éteint, c'est pas du tout révélateur en fait. Il faut arrêter parce que là, la machine médiatique s'est mise en marche. RMC Sport a fait des striking heavyweight 2.0, la sueur, le problème Cyril Gane. Les gars, il a battu un pré-retraité qui s'est fait finir par toute la catégorie. Et en fait, on nous a dit non, mais il a battu un ancien champion. Mais non, faut arrêter avec ça. Faut arrêter. Donc, premier gros nom médiatique du palmarès de Gane, c'est une fraude. C'est un mec qui est plus à son prime depuis 8 ans, qui vaut rien, et qui n'a pas éteint plus vite qu'un un Rosenstruck. Donc Rosenstruck l'a éteint plus vite que lui, non, aussi vite que lui. Curtis Blade l'a éteint plus vite que lui. Ngannou évidemment l'a éteint plus vite que lui. Miocic l'a éteint plus vite que lui. Miocic qui fait, c'est un petit poids lourd Miocic. Hein. Overeem l'a éteint un peu près comme lui, ouais, un peu moins vite que lui, mais à peu près comme lui. Et voilà, et là on a, ça me désole. Voilà. Donc suite à ça, Cyril Gane il a continué son ascension. Il a pris le bon vieux Rosenstruck. Rosenstruck qui, lors de son combat contre Gane, a déjà évidemment perdu la vie contre Francis Ngannou. Après ça, il bat Dos Santos et il prend Gane. Autant vous dire que c'est voilà, Ngannou lui a enlevé déjà toute son espérance de vie avec la violence qu'on connaît. Si vous n'avez pas vu le combat, allez le voir, c'est impressionnant. C'est juste Ngannou qui fonce sur notre être humain et qui lui met des patates. Il est bas Dos Santos, donc c'est pas une preuve comme quoi vous avez récupéré après avoir pris un train lancé à pleine vitesse qui venait directement du Cameroun. C'est pas une preuve après de battre Dos Santos. Et Cyril Gane, il nous a fait une vieille décision unanime contre Rosenstruck qui, juste après, bon, ok, il se refait une santé contre un japonais. Après, il perd en unanime contre Curtis Blade. Il perd au round 1 contre Volkov. Il perd au round 1 contre Almeida. Et Gane, il fait quoi? Il fait une décision contre lui. Donc le mec, c'est pas un nom. Alors lui, c'est différent. C'est pas du tout le même type de gras que notre pote Bouganem. Lui, c'est un ventre bien gros et bien tendu. Donc quand lui est encore fait son entrée, quand il sort du vestiaire, son ventre lui est déjà dans la cage. C'est très très différent. C'est pas le même type de gras, mais pareil. C'est encore un poids lourd hors de forme qui a perdu contre Ngannou, qui a ensuite a des fights qui vieillissent très mal, où il se prend des KO, etc. Donc on voit bien là, il est cut de l'UFC. Voilà, c'est pas un poids lourd sensationnel, Ken Velasquez, vraiment des poids lourds athlétiques qui sont là pour briller et qui ont un haut niveau. C'est un mec, il a une grosse patate, mais à part ça, il a rien. Et Gane n'a pas réussi à le finir. Donc pas flamboyant non plus. En fait, il bénéficie juste du trou d'air qu'il y a dans la KT à ce moment-là, où il n'y a pas grand monde, et il prend un peu les chèvres du moment. Qui, vu qu'il y a un gros trou d'air, sont là. Ensuite, bon, et là, il prend son premier vrai fight pour moi, contre Alexander Volkov. Il le bat, et donc là, c'est une victoire qui est légitime, c'est sa première victoire légitime dans le top 5, je pense. Volkov était 7ème, non, là, il est 7ème, je sais pas s'il était 7ème à l'époque, je pense que non, il devait être un peu mieux classé quand même. Donc il prend Volkov, qui bat, mais pareil, pas une victoire flamboyante. Volkov avec sa coupe de prof de maths, à la fin, il peut aller continuer de donner son cours de maths. Il n'est pas abîmé, on se dit pas waouh ce qu'il lui a mis. Il l'a touché pendant 5 rounds, il l'a dominé. Il n'y a pas eu de fulgurance, rien du tout. 3 fois rien. Donc encore une fois, c'est une victoire, mais c'est pas une victoire brillante contre un mec brillant. Volkov est fort, il est en shape, on n'a pas à faire un gros sac, mais c'est tout.
Je veux dire, c'est pas le croque-mitaine de la KT ou un mec qui monte. Vous allez me dire, mais c'est normal, les combats comme ça, tout le monde en a. Non, vous allez en top 5 lightweight. N'importe qui prend le top 5 lightweight. Vous prenez un mec, même si le mec il monte. Prenez Arman Saroukian, il monte. Vous allez pas rigoler. Vous prenez BSD, vous allez pas rigoler. Pourtant, il monte. C'est pas encore un mec. BSD, c'est pas encore le croque-mitaine de la KT. Pourtant, Pimblet, il le prend, c'est pas drôle. Volkov, c'était pas ça. Volkov, c'était un fighter qui était bon sans plus. Rien à voir avec un BSD qui est à peu près comparable dans le ranking. Donc là, on a fait un bon bilan de la première partie de carrière de Cyril Gane jusqu'à son arrivée au titre. Titre qu'il va disputer 4 fois, ça va être la 5e fois contre Pereira. C'est un record à l'UFC. Et donc dans la prochaine partie qui sort immédiatement après celle-ci, vous pouvez tout de suite aller la voir. On va parler de ses pérégrinations pour le titre qu'il n'a jamais réussi à avoir, pour mon plus grand plaisir. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, n'hésitez pas à commenter. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord d'ailleurs, mettez un like. Si vous voulez pas rater les autres vidéos sur l'UFC Freedom, abonnez-vous. C'était Ground and Pound.